016 Paris, je répète, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et notre numéro de téléphone est le 46 51 00 85. Je répète, 46 51 00 85. Éric Vatry au micro, bonsoir et bienvenue à ce libre journal où Louis-Ferdinand Céline nous occupera. À mes côtés, Maurice Bardèche, Paul Del Perugia, Frédéric Vitou. Arletty, quant à elle, nous rejoindra grâce au téléphone tout à l'heure. Enfin, mon invité contrepoint sera Hervé Le Boterf pour sa biographie de Robert Le Vigan. Frédéric Vitou, vous êtes chroniqueur au Nouvel Observateur. Vous avez publié des romans, des récits, des nouvelles et particulièrement 3 essais que je dirais céliniens. Louis-Ferdinand Céline, Misère et Paroles chez Gallimard. Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline chez Grasset. C'est certainement le chat le plus connu de l'histoire de la littérature française. Un dossier Céline aux éditions Belfond. Et là, enfin, une magistrale et monumentale biographie de Céline, La vie de Céline chez Grasset, qui fait, je crois, 597 pages. Alors, cette biographie, c'est votre 4e ouvrage célinien, mais sera-ce le dernier ? Je pense que ça sera le dernier. Il faut naturellement jamais préjuger de l'avenir, mais cette biographie, à la vérité, que j'hésitais à écrire, car je croyais déjà avoir beaucoup écrit sur Céline, m'a été un petit peu... non pas imposé, mais soufflé avec insistance par l'éditeur et par différentes personnes. Et je pense, avec ce livre, avoir un peu récapitulé tout ce que j'avais à dire sur Céline. Je crois que maintenant, enfin plus que jamais, l'important c'est d'abord de lire Céline, et avant de lire toutes les exégèses sur Céline, et voilà. Mais y a-t-il un mode de, comment dire, pour procéder ? Est-ce qu'il faut déjà lire Céline et puis après se faire l'idée comme on peut, ou commencer plutôt par une bonne biographie, ou du moins un auteur, un biographe en qui on a confiance, et après passer à l'œuvre de Céline ? Est-ce qu'il y a une recette ? Non, je ne crois pas qu'il y a de recette. Je crois simplement que dans le cas de Céline, une biographie n'est pas seulement une vie anecdotique d'un homme à côté de l'œuvre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'œuvre de Céline, des relatives transpositions romanesques de Voyage au bout de la nuit jusqu'au livre à la fois halluciné et très proche sur un plan d'ambition de chroniqueur que sont la dernière trilogie D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, je dirais que les 3 livres, toute l'œuvre de Céline recouvre, disons, l'expérience autobiographique de Céline, et que par conséquent, à travers cette immense recherche célinienne, il est intéressant de suivre la vie de Céline, ne serait-ce que pour mesurer à chaque étape le travail de transposition, de déformation, d'hallucination, de délire de l'œuvre célinienne. Par conséquent, raconter la vie de Céline, c'est non seulement traverser le siècle en entier avec tous ces fracas, toutes ces guerres, la Première Guerre mondiale, le choc que représente la Première Guerre mondiale, l'avant-guerre, la politisation ou la non-politisation, traverser la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, traverser l'occupation avec toutes ces querelles, c'est voir le Troisième Reich qui s'écroule, c'est voir les conflits idéologiques qui pèsent sur la France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est non seulement traverser le siècle, mais c'est aussi suivre de près l'œuvre célinienne. Et je pense qu'à ce titre, une simple biographie de Céline est plus qu'une biographie dans ses ambitions, puisqu'elle est aussi une leçon de lecture, du moins dans ses ambitions. Alors, par quoi commencer ? Bon, j'aurais envie de dire que les gens commencent par lire Voyage au bout de la nuit, qui est le premier livre de Céline. Et puis, s'ils sont accrochés, s'ils sont mordus, ce que j'espère, alors qu'ils lisent tout Céline et qu'ils lisent tout sur Céline. Et après, on conclut par Paul de Perugia et moi-même. Et après, on conclut par une biographie. Alors là, je suis très ennuyé parce que vous prévenez une question que j'avais tout de suite envie de vous poser. Est-ce que finalement, ce n'est pas une chose un peu gratuite d'écrire une biographie d'un écrivain qui a si souvent malmené ou faussé le réel ? Est-ce que finalement, le travail du biographe, ce n'est pas finalement de faire un travail sur un faux témoin ? Eh bien justement, c'est précisément dans la mesure où il y a tout un travail de transposition chez Céline qu'il est passionnant, à chaque étape de la vie de Céline, de mesurer ce qui l'intéresse, ce qu'il déforme, ce qu'il néglige dans sa vie, parce que là, on touche, je dirais, au secret de sa création. Pourquoi, par exemple, lorsque l'on se penche sur un livre comme Mort à crédit, par exemple,
Pourquoi néglige-t-il tel passage, après tout relativement heureux de sa vie, pour enchaîner directement, disons, de l'école, du certificat d'études, au travail de petits commis misérables dans Mort à crédit, et puis omet-il les séjours à l'étranger relativement heureux qui se situent entre les deux. Donc on se dit que Céline, qui a une vision, disons, excessive, forcenée, disons, de la misère, qui veut noircir, qui est un homme qui voit toujours plus noir les choses, choisit sélectivement dans sa biographie. Il ne ment pas, Céline, il ne ment jamais, attention, hein, ce n'est pas un affabulateur, c'est un déformateur. Je crois qu'il faut toujours mesurer chez Céline la part de délire, et j'aime beaucoup le mot délire, ça me semble un mot probablement décisif chez Céline. C'est le mot-clé du vocabulaire célinien. Ça me semble, à mon avis, l'un des mots-clés de la poétique célinienne, de l'art célinien. Pourquoi ? Parce que le délire est peut-être cet état de fièvre qui vous fait décoller de la réalité quotidienne, banale, argileuse, médiocre, vous fait transformer les apparences, vous les métamorphose au sens d'une misère supérieure qui vous révèle cette réalité en la déformant à la fois. Donc il y a ce travail de révélation du monde et de déformation du monde qui me semble l'une des clés du regard célinien. Et je pense que raconter la vie de Céline, c'est précisément mesurer aussi la part de délire que contient son œuvre. Et l'écriture, naturellement, qui est une écriture délirante également. Alors vous dites que Céline a en quelque sorte sélectionné dans sa vie ce qu'il allait mettre dans son œuvre, mais vous-même en tant que biographe, vous avez été forcé de sélectionner, de faire une seconde sélection, voire une contre-sélection de ce que votre modèle avait lui-même sélectionné. Disons que quand on fait une biographie, vous savez, c'est très simple, hein, on interroge le maximum de témoins, on lit le maximum de choses, de preuves, et en plus on cherche à s'informer un peu sur l'époque aussi, pour recadrer l'homme à travers l'époque qu'il a vécue. Je crois qu'on ne peut rien comprendre, par exemple, je dirais, à l'enfance de Céline, si on n'évoque pas cette France, disons, du début du XXe siècle, avec ces conflits que sont, je sais pas, l'affaire Dreyfus, par exemple, qui agite l'opinion publique et qui déchire l'opinion publique. Donc, il faut rassembler le maximum de choses. Bien sûr, un biographe sélectionne. Je veux dire, il ne peut pas tout dire sur quelqu'un. Il sélectionne d'abord dans l'œuvre, dans les correspondances, ce qui lui semble le plus important pour montrer les contradictions, les violences, les intolérances, les émotions d'une personne. Il sélectionne dans les témoignages. Je dirais qu'avec Céline, la besogne est peut-être d'autant plus délicate, encore une fois, vis-à-vis de quelqu'un qui, comme vous le dites, ne ment pas, encore que peut-être on peut dire le contraire, enfin certains peuvent soutenir le contraire, mais malgré tout, on est obligé, avec un homme comme ça qui est peut-être plus enclin à mêler à la fois le fictif et le réel, à un travail plus délicat, plus aigu, plus bien pointu. sûr, il faut tout soumettre à la contre-épreuve des faits. Moi, je prendrai un seul exemple que je raconte, je crois, à la fin de mon livre, et qui m'a amusé. Il y a quelques mois, je dînais avec la première femme de Céline, Édith Follet, et elle me parlait de ses retrouvailles avec Céline dans les années d'après-guerre. Et elle me racontait qu'elle avait été à Meudon, elle avait repris contact avec Céline après la mort de son père, et qui avait donné à Céline l'occasion de lui écrire. Elle avait été touchée par la lettre de Céline, elle avait donc retrouvé le chemin de Meudon, et Céline avait raccompagné à la gare de Meudon, et Céline lui disait: tu vois Édith, là sur le parterre devant la gare, ma mère vendait des dentelles quand j'étais enfant. Et alors Édith regarde Céline et dit: écoute Louis, mais c'est à moi que tu dis ça, enfin, tu sais bien que j'ai bien connu tes parents. Alors Céline se reprend et se rend compte effectivement qu'il a d'une énormité, parce que sa mère, effectivement, il lui arrivait de vendre dans les marchés, c'est vrai, mais elle réparait des dentelles anciennes, elle lui arrivait de vendre sur les marchés, mais jamais elle faisait du porte-à-porte ou devant les gares comme une marchande misérable qu'elle n'était pas du tout. Et Céline alors du coup dit à Édith: ah bah oui, tu comprends, c'est vrai, mais un écrivain a besoin d'inventer sa biographie. C'est une anecdote. Alors c'est vrai que lorsque l'on parle de Céline, il faut toujours tout soumettre à la contre-épreuve. Mais en même temps, il ne ment pas, non, il déforme. Quand il parle de sa trépanation, par exemple, sa fameuse trépanation de 14, bon, on sait aujourd'hui cliniquement qu'il n'était pas trépané. Mais d'un autre côté, personne, je crois, de bonne foi, j'ai interrogé quand même pas mal de témoins, et puis les faits sont là, personne ne peut nier les hallucinations, les maux de tête hurlants dont il souffrait.
Et bon, qu'est-ce que c'était? Alors, est-ce que j'en ai parlé à un médecin proche de Céline, qui l'a connue après la guerre, qui pensait que c'était une fracture du rocher, qui n'avait pas été diagnostiquée à l'époque et qui avait probablement dû coincer un nerf au moment de la recalcification et qui devait causer ces maux de tête atroces et pour un moment un vertige de Ménière. Alors quand Céline dit j'ai été trépané, il ment, mais il ne fait que mentir pour dire aussi quelque chose de vrai, qui est ces maux de tête terribles qui l'isolaient du monde, qui le coupaient du monde et qui pour une part explique aussi le ton célinien, qui est un ton qui fait que le cri célinien, les hurlements, les vociférations céliniennes dans ses romans comme dans ses pamphlets du reste, ont quelque chose d'irréel, enfin de féerique par certains côtés. C'est pas du tout, encore une fois, pour le problème de dédouaner ou pas dédouaner, on en est plus là, on est dans un rapport d'historien aujourd'hui. Mais je pense que c'est important cliniquement à dire. Mais l'œuvre de Céline est donc une décision mûrement réfléchie au départ de mêler peut-être le vrai avec un relatif faux, et en même temps la seconde composante qui est la maladie et qui fait que lui-même est peut-être, le propre objet de sinon de son mensonge, du moins de son travestissement des faits, et qu'il ne se rend pas compte. Et c'est là le côté peut-être génial et inimaginable du personnage et de l'œuvre. Oui, quand il n'y a pas de transposition, il n'y a pas œuvre littéraire de toute façon. Alors Céline, il l'avait dit à Léon Daudin dans une lettre en 1933 ou je crois, je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort, tout le reste m'est vain. Et Céline l'hallucinée a une faculté prodigieuse à transposer dans le grotesque et dans le morbide et dans le féerique aussi d'ailleurs, puisque les deux traits sont liés. Moi je crois que quand on fait une biographie, et surtout des personnages aussi complexes que Céline, qui a des côtés blancs et des côtés noirs, des lumières très très contrastées. Je crois qu'il faut toujours se souvenir de cette remarque. Je crois que c'est Dostoïevski qui disait que le secret de la psychologie, c'est la coexistence des sentiments contradictoires. Et je crois que chez Céline, on est sans arrêt dans la coexistence des sentiments contradictoires. On a un homme qui est parfois d'une compassion au sens étymologique, d'une faculté de souffrance avec les êtres prodigieuse, et on a aussi un être qui, par bien des aspects, a un côté cassant, oublieux, ingrat. Donc on a un être qui est vociférant et qui n'aime que le murmure. On a un être qui est obsédé par la mort et qui rêve de la danse. Enfin, donc sans arrêt chez Céline, on a cette contradiction-là qui en fait, à mon avis, l'un des êtres les plus difficiles à comprendre, je dirais. Quand on cherche à comprendre Céline, c'est très très difficile. L'homme perpétuellement double, en quelque sorte. Oui. Vous parliez de Daudet à l'instant, j'aimerais qu'on revienne un peu à ce prix Goncourt si problématique et qui finalement devait être attribué. Je crois que l'éditeur avait imprimé la bande et puis finalement, au tout dernier moment, l'affaire a été ratée. Puis surtout les conséquences, en fait, que cela a déployé, d'abord vis-à-vis de Céline et vis-à-vis de son attitude par rapport au monde littéraire. Oui, mais là aussi, on est dans la contradiction. On a d'un côté une image un peu toute faite, et qui n'est pas fausse, d'un Céline hors du monde littéraire, hors de l'actualité, un homme seul. Et c'est vrai qu'il l'a été. C'est vrai qu'il a toujours dit qu'il n'avait jamais écrit un seul article rémunéré dans les journaux. Il y a un côté solitaire, c'est pas un homme de parti, Céline, c'est un individualiste. C'est absolument vrai. Et puis d'un autre côté, quand on voit les faits, on se rend compte qu'en 1932, Céline l'espérait bien, ce prix Goncourt. Et il avait fait ce qu'il fallait pour. Il avait fait des dédicaces, tout ce qu'il y avait de gentil, je dirais pas flagorneuse, mais très aimable aux membres des prix Goncourt. Donc il y a ce mélange d'impertinence et d'attention au monde et cette grande déception qui est le refus du prix Goncourt. Mais malgré tout, il continue quand même à fréquenter un peu le monde littéraire. Mais je crois que surtout que ce qui va faire la rupture de Céline et du monde littéraire en général, c'est Mort à crédit. Parce que quand on regarde le dossier de presse de Mort à crédit, c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui a été assassiné par tout le monde, par Paul Nizan et par Alain Lobreau. Brasillac avait dit du mal de ce livre. Daudet n'en a pas parlé. Daudet n'en a pas parlé. Descartes laissé tomber. C'est un livre qui a été à l'époque très très mal accueilli. Je crois qu'il y a, je sais pas qui, peut-être eu Ramon Fernandez, je crois, qui a dû défendre un peu le livre. Il y a eu deux, trois articles, mais dans l'ensemble, c'est un livre qui venait complètement d'ailleurs en porte-à-faux dans l'actualité de son temps. Il sort en plein Front populaire, en plein élection triomphante pour Léon Blum. Et ce livre d'un type qui raconte son enfance, qui l'a de manière grotesque, horrible, avec un langage qui choque beaucoup à l'époque. On lui reproche soit sa grossièreté, soit sa préciosité. C'est deux reproches contradictoires, mais qui se rejoignent assez par certains côtés. Et ça, alors là, Céline n'a pas digéré cet échec. Et ça, vraiment, ça l'a mis en retrait total par rapport à ce monde intellectuel. Et je crois que la
vraie rupture de Céline et des intellectuels au sens le plus étendu du terme, écrivains, journalistes, voilà, et quitte à homme politique ou idéologue, si vous voulez, ça a été Moracredi. Alors cette rupture l'a isolé totalement. Avec le monde littéraire, est-ce que c'est aussi, par le même effet, la rupture stylistique finalement, entre le voyage d'une part et puis Moracredi, où on trouve véritablement, entre guillemets, la véritable langue de Céline? Est-ce que c'est finalement d'un même tenant? Est-ce que c'est la même chose, la même démarche? Moi je crois que chez Céline, il y a à la fois une grande unité de l'œuvre et une grande évolution aussi. Je me souviens qu'en 68, quand j'ai voulu déposer un sujet de doctorat de 3e cycle sur Céline, et je l'ai fait d'ailleurs, on m'avait permis à l'université de ne parler que de Voyage et Mort, parce qu'après Moracredi, c'était les pamphlets, donc c'était un salaud, donc il n'avait plus de talent, donc il ne fallait pas en parler. Et je n'ai pu parler que de Voyage et de Moracredi, ce qui était grotesque, parce que c'est une œuvre qui a une grande unité. Mais cette grande unité de l'œuvre célinienne, c'est une grande unité dans une double évolution, au fond. Évolution d'abord d'une forme relativement classique, romanesque, avec des personnages qu'il invente, ou même si sont très proches de lui, à qui il donne des patronymes, Bardamu, à la chronique, où il parle de lui, Céline, directement, sans travestir, et évolution aussi d'un style qui est de la relative sagesse lexicale et syntaxique de Voyage, enfin relative, hein, avec Moracredi, puis Guignolsband, puis Féerie, puis la trilogie finale, va devenir de plus en plus une langue musicale, écartelée, une langue réduite à peut-être des fragments de mots, d'unités brutes d'émotions, mais sans aucune articulation, sinon celle de jouer de la musique. Alors je crois qu'il y a une grande évolution, en fait, une grande évolution d'une grande unité. Je crois qu'on ne peut pas dire il y a un Céline qui existe et puis un autre qui est différent. Je crois que Céline évolue peu à peu vers le sens de la musique sur la phrase et vers le sens de la chronique dans les sujets. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement. Frédéric Vitou, le grand ressort interne de Céline, n'est-ce pas de provoquer l'incompréhension à force de bravade, donc d'arriver à donner le sentiment de l'échec, et puis à partir de là de rebondir? On a toujours parlé de Céline et de l'art de se mettre dans son tort de Céline. Il adorait ça, ça lui permettait d'ajouter justement enfin, un addenda là aussi, à son texte. Là aussi, c'est discutable, parce que être antisémite en 1936, est-ce que c'est être minoritaire? Je ne sais pas, je veux dire, les pamphlets antisémites d'avant-guerre de Céline, de 1937 et 1938, ne sont pas finalement rentre dans un mouvement de pensée qui est assez communément répandu. Ce n'est pas être minoritaire, être dans son tort, que d'être antisémite en 1937 ou en 1938. Peut-être, mais cette attitude que j'évoque ne concerne pas strictement, au sens strict, l'antisémitisme. Disons que Céline a besoin de la catastrophe comme élément naturel. Voilà, oui. Et il la revendique. Et il la revendique pour lui. Enfin, il y a un côté prophète chez Céline. Or, quel est le propre du prophète? C'est de ne rien voir, par définition, puisqu'il voit au-delà de ce qu'il... Donc, il traverse l'occupation sans rien voir du tout. Mais par contre, quand les catastrophes lui arrivent à lui, il ne voit plus que ses propres catastrophes. Je veux dire, je cite dans mon livre une lettre extravagante, je veux dire, à Paraz, où il est question de M. Baradès et des Brasillac, où finalement, lui-même... tellement empreint de son propre malheur d'exilé au Danemark, et c'est vrai qu'il en a bavé, il ne faut pas le nier, hein, il a fait 18 mois de prison, finalement dit en substance, Brasillac, lui, s'en est bien tiré. Voilà, il est mort, nous allons en parler tout à l'heure. Il est mort, tant mieux pour lui, mais moi, qu'est-ce que j'en bave? C'est quand même d'un côté hallucinant, parce qu'il ramène la catastrophe à lui-même. Enfin, tout à fait, oui. Il y a des mesures à l'état. Mais en même temps, il en a besoin, c'est quelque chose dont il a besoin pour vivre. Alors, bien sûr, le Céline qui revient à Paris, à Meudon plus précisément en 1951, qui vit un peu comme un proscrit à une époque où, pour des raisons que l'on sait, toute l'intelligentsia de gauche fait barrage contre lui, où seuls quelques individualités plutôt courageuses qui s'appellent Marcel Aimé, Nibier, Jean-Louis Bory, Maurice Clavel, Maurice Nadeau, Pierre Monnier, des gens qui viennent de tous les horizons d'ailleurs, hein, faut pas... Tout à fait. Parlent de Céline, mais en tant qu'individu. Bon, alors là, mais malgré tout, l'intelligentsia pèse contre lui, on ne peut pas prononcer son nom à la télévision, c'est interdit. Alors là, il est au fond dans son élément de prophète solitaire, clochardisant, mais je crois que la catastrophe est son élément naturel, absolument. Alors justement, dans cet élément naturel catastrophique, quelle est la part de l'humour et quelle est la part de la dérision? Comment est-ce qu'on peut, où les trouve-t-on, et est-ce que finalement la dérision ne recouvre pas perpétuellement l'humour jusqu'à l'étouffer? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'humour chez Céline. Il y en avait dans les... Enfin, si avait-il de l'humour déjà? Dans la vie, je ne crois pas. Ah bon? Non. Enfin, écoutez, moi je n'ai pas connu Céline, hein, je dois dire. Donc il faudrait demander à des proches. Je crois qu'il était très drôle. Je crois que
je crois qu'en fait, la prison a dû briser Céline. Et quand j'en parle avec des gens qui ont connu Céline avant le Danemark et après le Danemark, c'était un autre homme. Je crois que le Céline d'avant-guerre était un Céline éblouissant par sa parole. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui dialogue. Céline ne dialogue pas. C'est Céline monologue. Il faut l'écouter. Il part dans ses délires et il met en joie tout le monde. C'est absolument extravagant. Céline, d'après la guerre, je crois l'homme, après la guerre, après la prison, devient beaucoup plus maussade, taciturne, et je crois perd son sens de l'humour. Mais il y a quelques jours, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, je faisais une émission à France Culture sur Céline, à propos de la parution de cette biographie. Et la personne qui m'invitait, Roger Vrigny, cite un passage qui l'indignait, et il avait parfaitement raison d'être indigné, parce que c'était quand même des propos assez difficiles à admettre. Une lettre de Céline contre Cocteau, qu'il écrit pendant la guerre, dans un journal, je me souviens plus les détails, où il dit que Cocteau, décadent, juif, ignoble, etc. Bon. Et alors, il dit c'est quand même dur à avaler ce passage, et Roger Vrigny lit ce passage à l'antenne devant différentes personnes qui étaient là, et qui n'étaient pas toutes favorables à Céline. Et au bout de 5 minutes, tout le monde rigolait. Après, pour se reprendre en disant il n'y a pas de quoi rire. C'est la meilleure sanction. Mais tout le monde rigolait parce qu'il y avait une telle verve, reprenons le mot, un tel délire, une telle invention lexicale, des métaphores absolument extravagantes, que tout le monde était emporté par le grand rire célinien. Mais c'est un grand rire étranglé, le rire célinien, c'est un rire tragique. C'est pas un rire vaudevillesque ou frivole. C'est un rire qui vient du plus profond de la mort, de l'obsession de la mort, de cet horizon tragique. Enfin... Encore que parfois il y a un petit côté vaudeville, peut-être dans les tout derniers, là, d'un château l'autre, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Et lui-même a recherché, peut-être pour montrer une certaine classe politique de ce qui restait de la collaboration et la mettre dans cette perspective-là. Mais ça, on pourra en parler éventuellement tout à l'heure. Pour revenir à la collaboration, effectivement, pour situer Céline, finalement, vous écrivez... Donc vis-à-vis de ces années de fer, Céline, lui, ne croit pas au redressement de la France et ne croit pas davantage au progrès en 1940 qu'il n'y croyait en 1932 ou 1936. Jamais il ne sera un homme d'avenir. C'est un homme du passé. Alors, pour un peu, Frédéric Vitoux, vous feriez de Céline un réactionnaire ? Oui, peut-être, mais c'est pas un vilain mot, réactionnaire. Quelqu'un qui a la force d'être en réaction contre le temps présent... Si on prend au sens étymologique, moi c'est un mot que je trouve assez bien. Enfin, il ne faut pas être systématiquement réactionnaire, mais moi après tout j'aime bien la phrase aussi de Gramsci, vous voyez, pour prendre un idéologue communiste, qui disait il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et Céline avait le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, c'était peut-être l'optimisme d'écrire, mais c'est tout. Oui, non, je crois que ce qui me frappe, mais c'est d'ailleurs Robatet qui avait été frappé de cela, qui le dit dans un témoignage important, c'est que Céline lui disait en 40, les Allemands c'est foutu, je veux dire. Bon. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le disaient en 40, peu de temps après la débâcle et l'occupation. Oui, moi, ce qui me frappe, et ma difficulté, au fond, à comprendre Céline, c'est qu'il me semble que les intellectuels de la collaboration, dans leur ensemble, qui viennent d'horizons très différents, qui ont des opinions parfois différentes, entre les gens qui rêvent d'un fascisme à la française, les gens qui viennent de Doriot, et qui ont des sensibilités différentes. Au moins, je dirais qu'ils ont 2 points communs qui peuvent, à mon avis, être le ciment de tous les intellectuels français collaborateurs. C'est ils pensent... Je parle des gens honnêtes, je ne parle pas des crapules arrivistes qui veulent faire du fric avec les Allemands. Je parle des intellectuels dignes de ce nom. Je pense qu'ils sont, convaincus que l'Allemagne a gagné la guerre, et 2, ils pensent que la seule chance de redressement de la France, c'est dans une alliance avec l'Allemagne. Je crois qu'après, il y a beaucoup de choses qui vont les séparer, mais je pense qu'il y a au moins ces 2 certitudes-là. Or, Céline, qui avait, si je puis dire, et c'est pas un paradoxe de le dire, avait cru qu'il y avait un moyen d'éviter la guerre, en tout cas pour qui l'antisémitisme pouvait être pour lui un moyen d'éviter la guerre en hurlant contre ceux qui allaient créer la guerre contre Hitler, même s'il renversait de manière aberrante, à mon avis, les perspectives. Céline se rend compte, la guerre venue, que de toute façon, ce cri d'espoir, si j'ose dire, était vain, s'était révélé vain, et Céline, ne croit pas que l'Allemagne a gagné la guerre, et 2, ne croit pas en des lendemains qui chantent. C'est vraiment croire en des lendemains qui chantent, c'est le contraire de Céline. Je veux dire. Donc pourquoi s'engagerait-il de cette manière, puisqu'il ne croit en rien, et donc à mon avis mais en même temps mais tout est complexe. Je veux dire. En même temps, l'occupation donne raison aussi à sa jubilation des catastrophes.
Et par conséquent, les choses ne sont pas nettes. Je veux dire, rien n'est simple, si vous voulez, chez Céline, encore une fois. Mais malgré tout, ces deux points-là, à mon avis, le séparent assez nettement des gens qui vont prendre parti. Alors que Céline, au sens strict, ne prendra pas parti, restera l'homme seul de Montmartre, enfin, je veux dire, qui enverra effectivement une douzaine de lettres à des journaux, à des rédacteurs en chef, mais qui n'écrira pas, qui ne s'engagera pas, qui restera en marge. Enfin, je crois que c'est Breton qui disait, l'écrivain, c'est celui qui fait un pas de côté, qui est une jolie phrase. Enfin, je crois que Céline continue à faire un pas de côté. Voilà simplement ce que je voulais dire. Et c'est vrai que Céline, la seule chose, au fond, quand on lit ses livres, enfin, il me semble que ce qu'il idéalise, c'est un monde qui n'existe pas. Autrement dit, c'est le monde d'avant sa naissance. Quand on voit les seuls passages un peu ensoleillés, radieux dans son œuvre, on les trouve par exemple dans Mort à crédit, le personnage de la grand-mère de ce monde où tout était immobile, protégé, où les gens savaient encore faire de la dentelle, où on avait le goût de la belle phrase, des choses bien faites. C'est le type de l'utopie rétroactive, ça. Oui, si l'on veut, c'est une sorte de rêve, mais dès l'instant où l'on naît, où l'on commet cette faute de naître, donc on rentre dans le mécanisme de la vie, c'est-à-dire de la mort inévitable à venir, de la décomposition. Oui, donc c'est un réactionnaire, mais réactionnaire amer. Ce n'est pas un réactionnaire à la Barbey d'Aurevilly, à la Léon Daudet, de libre et de joyeux réactionnaire. Oui, enfin, on a pris le mot réaction, mais je crois qu'il ne faut pas trop insister sur ce mot-là, parce qu'en même temps, il a des côtés visionnaires en même temps. Je crois que c'est un homme qui... L'un n'exclut pas l'autre. Oui, je crois que c'est un homme... Enfin, je crois que quand même, malgré tout, il faut revenir à des évidences que tout le monde sait. C'est pas très original de le dire, mais je crois que c'est vrai. C'est un homme obsédé par la mort. Je veux dire, voilà. Et il n'y a que ça de vrai. Et donc, si on veut chercher une embellie, on l'a dans la féerie, donc dans ce qui n'existe pas, dans ce qui n'est qu'un rêve, de ce qui échappe à la pesanteur, la danse, les animaux, ou de ce qui était avant la vie, c'est-à-dire... pour lui, mettons, l'époque avant 1900, par exemple. Oui. Là, je voudrais que nous changions notre axe d'intérêt et envisager les rapports entre Céline et Ernst Junger. Junger est le type même de ce que Céline pouvait détester, l'officier sanglé, l'officier policé, l'homme qui s'intéresse à la botanique, aux minéraux. Quand il a vu Ernst Junger, Céline s'est charbonné artificiellement les mains. Il a revêtu sa livrée de nihiliste. Il en a rajouté, il lui en a donné pour son argent. C'est le vrai Céline, ça, ou c'est simplement un numéro, un gag qu'il a voulu interpréter? Non, je ne crois pas que ce soit un gag. Je crois que Céline... C'était physique, la réaction qu'il avait vis-à-vis de... Écoutez, c'est très difficile à savoir, parce qu'on n'a pas de témoin de cette En revanche, Junger, lui, a J'en avais parlé j'avais parlé de ça à Bonhomme Méchain, parce qu'une autre fois, ils se sont vus, je crois, en compagnie de Bonhomme Méchain, mais qui n'avaient pas gardé de souvenir de cette rencontre, et Bonhomme Méchain ne se souvenait pas. Autant Bonhomme Méchain m'avait raconté en détail sa rencontre avec Céline au cours d'un dîner à l'ambassade d'Allemagne, autant ces rencontres avec Junger, il y en a une, je crois, en présence de Benoît Méchain, il n'avait pas gardé de souvenir. Quel dommage, parce qu'une relation de Benoît Méchain valait son pesant d'intérêt. Ah oui, non mais par contre, il a raconté une autre rencontre avec Céline qui est passionnante. Donc avec Junger, on ne peut qu'extrapoler, à la fois en connaissant Céline, qui reste le français moyen qui a fait la guerre de 14 et qui n'aime pas les Boches. Hein. Je dis les Boches au sens... Et le terme de Boche reviendra toujours dans son œuvre. Il ne parle pas des Allemands, toujours les Boches. Non. Donc je crois qu'il y a quand même chez Céline l'engagé de 14, cette vieille haine petite bourgeoise contre l'Allemand qui est l'ennemi héréditaire. Je crois que Céline vit avec ça. D'autre part, le côté effectivement aristocrate de Junger doit déplaire à Céline. Agacer le Montmartre 3 célinien. Voilà, sûrement. Et par extrapolation, quand on sait les rapports de Céline avec des journalistes qui étaient venus le voir après la guerre et qui disaient, en voyant Céline, bon, on va voir le monstre, et Céline disait, bon, vous voulez voir un monstre, je vous en ai pour votre argent. Voilà. C'est un peu ce qu'il avait dit qu'il avait fait avec l'Express, si vous voulez, avec Madeleine Chapzal, du moins c'est ce qu'il a dit. On imagine volontiers que Céline se forçait un peu, mais après tout c'était sous son tempérament de nihiliste, hein, se forçait à peine, mais se forçait tout de même pour provoquer Junger, dont il ne soupçonnait pas par ailleurs les qualités, parce que... Pourquoi il n'avait pas lu Junger, ne connaissait pas Junger, les orages d'acier, etc. Je crois pas. En tout cas, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de preuve qu'il le connaisse. Enfin, malgré tout ce que vous dites effectivement sur Céline à ce moment-là, et cette espèce de panoplie de livrets du nihiliste, montre qu'il était toujours, d'une certaine manière, en représentation, qu'il ne débridait pas, qu'il voulait toujours donner cette idée, cette image de soi-même. Oui, enfin, en présentation, oui, mais en même temps, il sortait peu, il ne faut pas l'oublier. Hein. On dit de quelqu'un qui est en représentation aussi lorsqu'il multiplie les mondanités, les occasions de sortir. Non, j'entends représentation simplement vis-à-vis d'un inconnu et qui représente un type même d'homme, et lui veut justement se camper en s'opposant à cet autre type d'homme, justement. C'est ce que j'appelle la représentation. Oui, je crois que Céline est un homme
tous les gens qui ont vu Céline, qui l'ont connue, et ont été frappés par son regard. Et Céline, je crois, était un homme qui avait un regard terrible et qui déshabillait les gens quand il les voyait. Il devinait leurs sentiments, leurs états d'âme. Et je crois que tous les gens que j'ai rencontrés qui ont connu Céline ont été frappés par ce regard terriblement inquisiteur et lucide, et presque extra-lucide de Céline. Et Céline devinait ce que les autres pensaient. Et bon, je vois très bien Junger, qui a un côté belle âme, mais après tout, il ne faut pas non plus prendre ce terme dans un sens uniquement péjoratif. Devant Céline, connue comme un antisémite vociférant, Céline a dû voir dans Junger, à mon avis, cette réprobation que Junger avait pour ce nihiliste, j'allais dire presque prolétarien, un peu dépenaillé, et je suis sûr qu'il a senti ça. Et Céline, de son côté, il a dit, bon, vous voulez voir ça ? Très bien, vous en aurez pour votre argent et allons-y. Et le côté impénétrable de Junger agaçait tel que je pressens Céline, et que je connais un peu Junger pour avoir lu en tout cas les journaux parisiens de l'occupation, c'est comme ça que je reconstitue la scène. Mais là, encore une fois, c'est une intuition qui est peut-être plus celle du romancier, que celle du strict biographe historien, parce qu'encore une fois, on n'a pas de témoin de cette rencontre aujourd'hui. La scène appartient à l'histoire, mais elle appartient aussi à l'art tout court, d'une certaine manière. À propos de l'antisémitisme de Céline, vous dites qu'il est inexploitable pour les Allemands et incompréhensible pour les collaborateurs. Moi, néanmoins, je pense qu'il existe néanmoins et qu'il a été tiré, cet antisémitisme, à des milliers d'exemplaires dans les pamphlets. Vous n'avez pas tendance à le dédouaner un peu vite ? Écoutez, parce que chacun en tirait son parti quand même. Bon, les Allemands disaient, bon, effectivement, ce type-là n'est pas très fréquentable, il est propre aux excès, mais malgré tout, il nous rend quelques services, avec le bal des cadavres, avec les bagatelles, etc. Tout ça, malgré tout, sert et dans le sens un petit peu de l'histoire telle que nous la voulons. Oui, vous avez raison. D'abord, il y a un mot qui me gêne un peu, c'est le mot dédouaner ou condamner. C'est que je parle en 1988... personnellement, l'antisémitisme me semble une faute, je dirais, même plus qu'une faute, un crime, et comme tout racisme, me semble une foutaise biologique et une chose grave. Et je veux dire, que ce soit Céline, X ou Y, je veux dire que les choses soient nettes. Bon, mais là c'est sur les idées, moi parlant en 88. Dès l'instant où je parle des hommes qui ont vécu une période que je n'ai pas connue, moi je suis né en 44, je n'ai pas à me mettre en position de juge. Je veux dire, je ne suis pas un épurateur de 44 comme un type qui réglait ses comptes en 42. J'essaye de faire un travail d'historien avec une passion, une flamme, peut-être des injustices si l'on veut, mais en tout cas, c'est pas en termes de dédouaner, condamner, épurer, juger, c'est pas en ces termes-là. L'antisémitisme de Céline, bien sûr, il y a eu un succès énorme, et l'antisémitisme de Céline de 37 et 38, et même de 41, puisque Les Beaux Draps a aussi des accents antisémites, même s'ils sont relativement peu importants par rapport au reste de l'œuvre. C'est vrai que l'antisémitisme de Céline a été un des éléments considérables dans le paysage idéologique français de l'avant-guerre, et le succès de ses livres en témoigne. Ce qui est certain, c'est que la déraison ou l'excès avec lesquels Céline a proféré ces pamphlets ont été ont presque déçu les antisémites de raison. Vous pensez que ça désamorçait la charge ? D'une certaine manière, oui. Même quand Rebattet mais la charge était quand même bien menée, vous le reconnaîtrez. Était explosive. En plus, c'était une charge avec un rire colossal. Ça a eu un succès fou. Oui. On peut pas, je veux dire, ça peut pas nier l'importance. Mais et quand Rebattet raconte comment Brasillac et lui ont été fous de joie à l'idée d'avoir un allié inespéré. Ils se sont battus pour faire le premier compte rendu, la narration française. C'est vrai que quand on lit le compte rendu de Brasillac dans Je suis partout, je crois, il regrette la déraison. Il dit bien sûr, c'est formidable. On va pas faire la fine bouche. Mais même s'il y a quand même pas mal de délire là-dedans. Et lorsqu'il publie en 41 Les Beaux Draps, ça devient tellement nihiliste ces propos que Les Beaux Draps est interdit en zone libre. Céline, d'un autre côté, aurait pu... il prétend, je ne sais pas si c'est vrai, ça me semble un peu invraisemblable, mais il prétend qu'on lui aurait proposé le titre de commissaire aux questions juives, qu'il aurait refusé. Bon, j'en sais rien. Je veux dire, oui, ça aurait pu être assez drôle. Ça, non, ce qui est certain, c'est que les Allemands, ça, on a les papiers, on a les preuves, se méfiaient énormément d'un idéologue antimilitariste, anarchiste, infréquentable, et les Allemands n'ont jamais tiré à eux l'antisémite de Céline comme un outil utile de propagande pour leur propre cause.
C'est ce que disait d'ailleurs un officier allemand, disait on aimerait donner aux Français sous l'occupation un antisémitisme raisonné, un racisme bien solide, bien structuré, et on n'a que des énergumènes qui profèrent une sorte d'antiracisme ou d'antisémitisme d'instinct, et on ne peut rien faire avec ces gens-là. Bon. Et Céline, d'un autre côté, il va se retirer du jeu relativement pendant la guerre, donc il ne sera pas... Il ne sera pas exploitable. Et quand il parle, c'est tellement délirant, je veux dire. Écoutez, moi, je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, Dominique Fernandez me racontait que son père, Ramon Fernandez, était avec Céline sous l'occupation. Il regardait rue de Rivoli défiler un régiment allemand. Et Céline dit à Ramon, mais tu les as vus, ces Allemands? Ils sont moches, ils sont bruns. Ils sont petits, ils sont bruns, ils sont moches, mais mon vie, il n'y en a pas un qui n'est pas juif. Là-dedans, il n'y en a pas un qui n'est pas juif. Alors, je crois que chez Céline, honnêtement, l'antisémitisme, qui est un antisémitisme, je veux dire, par certains côtés raisonné avant la guerre pour une cause précise, bascule totalement dans la névrose à partir de la guerre. Et à ce moment-là, le juif n'est plus... on ne distingue plus le juif du bon français, c'est-à-dire l'élément de corruption par rapport à l'élément saint, régénérateur, mais dans le désespoir absolu qui habite Céline à nouveau, tout le monde devient juif, puisque tout est promis à une immense hécatombe, désastre, et c'est pour ça qu'il peut écrire de manière... qui fait froid dans le dos, mais les Juifs triomphent sous l'occupation, Madame Rothschild n'a jamais été aussi heureuse, des imbécilités comme ça, ou des délires, ou de type qui ne comprend rien, qui ne voit rien. Alors, quand un type écrit ça, comment voulez-vous l'exploiter? De fait, c'est vrai que pendant la guerre, Céline, le grand prophète antisémite, vous avez raison, qui était connu, qui avait probablement entraîné avec lui probablement des tas de gens, n'est pas exploité pratiquement. Son antisémitisme est en quelque sorte une sorte de racisme métaphorique. Mais tellement, oui, mais il est très difficile à comprendre, mais il est tellement difficile à comprendre, tellement fou que je me suis toujours posé la question, pourquoi Sartre, après la guerre, écrit de l'antisémitisme de Céline? Si Céline a écrit ses écrits antisémites, c'est qu'il était payé par les Allemands, ce qui est une énorme diffamation. Oui, il fallait y penser, oui, effectivement. Non, mais en même temps, quand on connaît un peu la vie de Céline, on sait que c'est absurde. Mais au-delà de l'accusation injuste, il me semble qu'il y a là une incapacité chez Sartre à comprendre un antisémitisme qui est névrotique. Enfin, on ne dira pas de Lucien Rebattet ou Thomas Brasillac, c'est qu'il a été payé par les Allemands. On comprend, je veux dire, la raison de leur, si je puis dire, de leurs opinions. Chez Céline, on n'arrive pas à le comprendre. Il y a quelque chose qui échappe là. Il y a une sorte de délire, d'irrationnel, qui fait que quand on veut comprendre pourquoi on n'arrive pas. Alors, on trouve une explication élémentaire et diffamatoire comme celle de Sartre, par exemple. Que pensez-vous du fait que les pamphlets soient toujours maintenus sous le boisseau? Je ne sais d'ailleurs en fonction de si c'était la veuve de Céline ou si simplement les éditeurs qui ne les refusent. Ça vous paraît normal, ça? Oui. Oui, je vais vous choquer, mais je vais vous dire oui. Céline, de son vivant, à la fin de sa vie, ne souhaitait pas réimprimer les pamphlets et a demandé à sa femme, à sa veuve, d'observer cette volonté. Il jugeait que ces livres étaient des écrits de circonstances en 1937 et en 1938 et que l'histoire avait passé dessus et qu'il n'avait pas lieu de réimprimer des écrits qui étaient des écrits de circonstances. Mais on a le droit de se renoncer comme ça quand on est un écrivain et de dire... Un écrivain a parfaitement le droit. Oui, on peut tout faire, renoncer, bien sûr, mais c'est quand même d'un autre côté, un acte psychologique grave. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La veuve de Céline respecte la volonté de son mari. Bon. Ne nous faisons pas d'illusions. Ça arrange tout le monde. Hypocritement, les gens se désolent. Ah, la veuve de Céline ne veut pas réimprimer les pamphlets, avec une sorte d'hypocrisie absolument insupportable. Parce que si demain elle disait, OK, on peut les publier, vous verriez la tête de Gallimard effondrée. Parce que si on republie les pamphlets demain, c'est le MRAP, 3 jours après, qui fait saisir le pamphlet. Après tout, oui, sauf s'il n'y a pas des queues boulevard Saint-Michel, comme il y en avait lorsque les décombres sont sortis de Rebattet pendant la guerre. Mais Véronique Rebattet a fait une grosse bêtise. C'est qu'elle a en plus expurgé le livre de 80 pages de la fin, ce qui était grotesque, parce que quand on a un document, on le donne jusqu'au bout. Non, moi je pense que quiconque veut étudier Céline, veut lire les pamphlets, les lit, car on les trouve en bibliothèque, partout. Chez Kellar, rue Saint-Sulpice, exactement. etc. Donc, qui veut les lire, les lit. Donc, maintenant qu'au niveau du grand public, pour respecter la volonté de Céline, ne soit pas publié, ça me semble compréhensible. J'ajoute une chose, c'est qu'on peut le regretter, mais que l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas seulement un problème que l'on peut regarder historiquement, de fait.
Bon, c'est vrai qu'il y a un racisme en France qui continue à vivre, qui est plus aujourd'hui d'ailleurs un racisme anti-arabe qu'anti-juif, mais est-ce que s'il était republié, il serait republié innocemment ? J'en sais rien. Alors on pourrait imaginer effectivement une édition savante, annoter des pamphlets, ça viendra un jour ou l'autre, ça le sera. Comme disait Angelo Rinaldi dans un article de l'Express vendredi sur Céline, qui était, il disait peut-être qu'au XXIe siècle on considérera les écrits de Céline avec le même recul qu'aujourd'hui Agrippa d'Aubigné lorsqu'il... C'est ça, oui. Eu égard à l'abondance des livres qui paraissent autour de Céline. Maurice Bardèche. On peut l'espérer. Je suis tout à fait de l'avis de Vitou en ce qui concerne cette non-édition des pamphlets. Je pense que les écrits politiques de Céline, par rapport à ce que Céline considère comme important dans son œuvre, sont absolument secondaires et sont véritablement, comme le dit Vitou, des œuvres de circonstance. Et que Céline n'a pas envie qu'on réimprime des œuvres de circonstance qui, en somme, sont des en marge de son œuvre. J'ajoute une chose, Vitou dit quel effet ça ferait si on réimprimait aujourd'hui, si on donnait l'autorisation de réimprimer Bagatelle pour un massacre. Eh bien écoutez, moi je vais vous donner le récit de ma propre expérience. Je n'avais pas lu Bagatelle pour un massacre avant la guerre. Je ne l'avais pas lu. Brasillac n'était pas du tout aussi enthousiaste que vous le pensez et que peut le faire penser certaines choses qu'il a dit. Moi, j'étais consterné quand j'ai lu Bagatelle pour la première fois. Mais consterné par l'idiotie, la grossièreté, l'inculture, comme s'il n'avait jamais réfléchi une seconde. Enfin, ce sont des choses qui sont tellement en dehors de toute espèce de classe, si vous voulez, d'aristocratie littéraire, que je comprends très bien que Céline ait donné comme instruction qu'on ne reproduise pas ces pamphlets. Je le comprends tout à fait. Et je comprends que sa femme se soit inclinée devant cette volonté et que si on les étudiera un jour, on les réimprimera peut-être. À mon avis, ce sera une profonde déception. Toute l'œuvre de Céline ne tient pas debout, parce qu'il n'avait qu'une seule idée politique, qui d'ailleurs était juste. C'était un racisme pas du tout compris comme on le comprend. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on appelle racisme sous le nom de couleur de peau, de ceci et de cela. Maurice Bardèche, oui, Paul Delperrougis, vous vouliez intervenir. À propos de la réédition des pamphlets, je voudrais me dire une simple petite note, c'est qu'ils sont publiés actuellement au Japon. C'est le seul pays du monde où ils sont publiés au Japon. Oui. Or, il y a quelques semaines, Le Monde, n'est-ce pas, a signalé qu'au Japon, on commençait à regarder maintenant tous les Américains comme des Juifs. Voilà. C'est une des... Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu, ouais. Que les Japonais ne font pas la différence, n'est-ce pas, entre un Américain, un Blanc et un Juif. Ils voient ces hommes d'affaires américains qui débarquent, n'est-ce pas, à Tokyo avec leur dossier. Ben voilà, c'est les Juifs. J'ajoute aussi qu'il y a très souvent des éditions pirates, antisémites, des pamphlets de Céline en italien, par exemple. Et très souvent, il y a tous les ans, tous les 2 ans, il y a un procès, il y a des saisies d'édition. Parce que c'est vrai que Céline, n'oublions pas, est un écrivain qui est traduit actuellement dans le monde entier, en serbo-croate, en slovène, en américain, en allemand, dans toutes les langues bien sûr. Effectivement, comme le disait Paul Delperrogia, les Japonais ont découvert avec passion. Actuellement, on le traduit en chinois d'ailleurs. Il y a une traduction chinoise actuellement en cours de l'œuvre de Céline. Et donc Céline traduit dans le monde entier et les pamphlets veulent être traduits aussi malgré donc les interdictions. Oui. Cela dit, je ne suis pas tout à fait aussi sévère que Maurice Bardèche sur les pamphlets. Je trouve que les pamphlets ont quelque chose qui, effectivement, bon, c'est vrai qu'ils sont sur l'information, les arguments délirants, sont affligeants. Ils sont vraiment une documentation vraiment de première main, bâclée, indigne d'un intellectuel. Les Saut-Drummond, oui. Mais dans Bagatelle, il y a des pages sur la Russie qui sont d'une saveur assez particulière, très drôle, et que parfois il y a un sens de la formule qui vous
fait rire, enfin qui vous fait rire, si on avait envie de rire sur de tels sujets. Moi, ça ne fait pas tellement rire, mais par exemple, je pense à une image, à ce qui me vient à l'esprit, où il dit, bon, il faudrait une solution pour la paix, il faudrait mettre les Juifs tout en première ligne dans les tranchées, vous verriez, ça serait la paix absolue, il pleuvrait des tourterelles, dit-il. Et bon, il y a des métaphores comme ça qui sont assez heureuses dans un torrent qui par ailleurs, pour bien des aspects, me soulève le cœur, enfin. Oui. Mais je crois il faut pas trop. Enfin, c'est vrai que c'est des livres rapidement écrits. En plus, Céline mettait 2 ans, 3 ans, 4 ans pour écrire un livre. Les pamphlets ont été écrits en quelques mois, en quelques semaines, à la hâte. C'était des livres d'urgence. Avez-vous lu pour les pamphlets l'enquête récente qu'on vient de publier en France d'Alice Kaplan? Oui. Et ça, c'est intéressant, parce que oui. les Français en ont très peu parlé, et Alice Kaplan est une spécialiste excellente, comme un certain nombre d'Américains, bien meilleurs, bien plus objectifs que les Français, de ce qui s'est passé en France sous l'occupation. C'est très curieux. Et ça n'a pas d'écho, au fond, sur le public littéraire français. Or, Alice Kaplan avait montré, ce qui est très difficile, ce qui demande une très grande série de recherches, les sources réelles de l'information de Céline dans les pamphlets. Oui, dans Bagatelle. Elle a repris page par page tous les arguments des pamphlets en disant d'où ça venait. Et on se rend compte, effectivement, ce sont des informations absolument hallucinantes de médiocrité, tout ce qui traînait dans les officines antisémites, d'Arquier de Pellepoix et autres, les sages de Sion, enfin tous ces fous antisémites. Etc. Maurice Bardèche, est-ce que Céline, à vos yeux, est de quelque manière un fasciste, un écrivain fasciste? Non, vous savez qu'il m'a tout à fait déçu à ce point de vue-là. Moi, j'ai une idée... non pas de l'écrivain fasciste, je ne sais pas très bien ce que c'est, bien que j'ai écrit en tête d'un de mes livres que j'étais un écrivain fasciste. Mais j'ai une idée du fasciste idéal tel que l'ont vu un certain nombre de jeunes Allemands, qui n'a pas pour base la brutalité, mais qui est au contraire une espèce de code chevaleresque pour eux. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la SS, c'était les Ordenbourg, que c'était une éducation non seulement par le drill, mais une éducation morale extrêmement élevée. Les idées racistes peuvent nous paraître aujourd'hui des idées inapplicables dans le monde moderne. Il y avait une espèce d'élévation de pensée qui a profondément touché un certain nombre d'Allemands. Et il y a parmi ceux qui faisaient partie des premiers éléments militaires de la SS, il y a des gens qui étaient qui étaient une espèce de... C'est un mot qui va horriblement choquer, naturellement, comme chaque fois que je parle de ces choses-là. Et ça a été, bien entendu, pour une minorité d'Allemands. Mais il y a des Allemands SS qui étaient des espèces qui concevaient leur avenir, leur vie militaire, leur vie de militant, comme une sorte de mission chevaleresque. Ensuite, la SS, on a versé dans la SS pour des raisons politiques, on a versé là-dedans des tas de gens qui n'avaient aucun rapport avec le dressage SS, qui en ont fait un salmigondis effrayant qu'on chargeait de n'importe quelle besogne, ce qui a donné une idée complètement fausse de ce qu'était le fasciste. Donc avec Céline, nous sommes très loin de cette rigueur. A existé, vous comprenez, il a existé peut-être à très peu d'exemplaires, et il a existé idéalement, mais il a existé aussi bien en Allemagne qu'en Italie, qu'en Espagne. Il y a eu des héros fascistes, et c'est parce qu'il y a des héros fascistes, comme il y a des héros communisme, que le fascisme survit, et survivra dans un certain nombre de cœurs, parce que bon, nous ne savons pas ce que peut être l'avenir, vous comprenez. Et Maurice Bardèche, est-ce que par extraordinaire, vous pensez que si on avait mis en face, je dis bien par extraordinaire, José Antonio et Louis-Ferdinand Céline, est-ce qu'on aurait pu trouver le même cas de figure que Louis-Ferdinand Céline et Ernst Junger? C'est-à-dire de la part de Céline une provocation devant l'idéal, effectivement, que représentait le chef de la phalange, en lui disant, effectivement, ce type de jeunesse, cet ascèse, voire cet ascétisme, est quelque chose qui, à moi, me répugne, le Montmartrois, un peu l'anarchiste, le provocateur. Est-ce que... La question ne se pose même pas, Éric. José Antonio n'aurait jamais accepté de rencontrer Céline. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner, Éric. J'étais, pendant les années d'après-guerre, j'avais comme collaborateur Paraz. Vous
que je voyais constamment, qui a été jusqu'à sa mort un collaborateur régulier de Défense de l'Occident, qui aimait, comme vous le savez, Céline, qui a été son ami le plus dévoué, le plus efficace, etc. Et qui a été récompensé par une espèce d'ingratitude, mais ça c'est autre chose, c'est le caractère proprement célinienne. Oui. Proprement célinienne. Il ne me parlait jamais de Céline. Puis un jour, brusquement, il m'a dit « Écoutez, voulez-vous que je vous fasse rencontrer Céline ?» J'hésitais, j'avais très peu d'idées de Céline. À ce moment-là, j'avais lu que le voyage est mort à crédit, pour lequel j'ai déjà beaucoup plus d'admiration que Brasilia, qui avait d'ailleurs une grande admiration pour la dernière partie de Mort à crédit. Et j'ai dit à Paras, montrez-moi sa photo. Il m'a montré une photo de lui avec Céline au bistrot. Et je ne sais pas du tout, j'ai eu un instinct, si vous voulez, un instinct fasciste. J'ai dit, je ne veux pas le voir. Ça ne m'intéresse pas de le voir. Vous auriez vu Céline jeune en cuirassier, vous auriez peut-être une autre attitude, mais... Je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'était le même homme? Je ne sais pas, il y a toujours eu, même dans Céline jeune, un côté hableur. Qui ne m'a jamais... On retrouve le comédien dont je parlais tout à l'heure avec Frédéric Vito. Il y a un comédien, il y a un provocateur, il y a un hableur, il y a... toutes sortes de choses, vous comprenez. Céline me fait toujours penser, malgré son immense talent, la beauté de certaines choses, etc. Il me fait penser toujours à ces gens qu'on rencontrait autrefois près des restaurants des Halles à 3 heures du matin, clochards, quêtant des consommations et des verres de quelque chose, vous racontant leur vie, vous disant « Moi j'étais à Pérubi, moi j'étais à les Badlaf, moi j'ai bu l'Afrique, ah là là, ah quel crétin, ah quels idiots, ah les gens sont tous des imbéciles, etc. Je vais vous raconter mes trucs, etc. » Sortant leurs papiers, leurs passeports, leurs anciennes autorisations, disant « Puis j'étais en prison aussi. » Vous racontant toutes ces histoires-là. Et puis de temps en temps, cette espèce d'ivrogne qui vous casse la tête, à grossir ses exploits, à les caricaturer, à vous raconter des histoires invraisemblables. Tout d'un coup, il sort sur l'harmonica. Et ça, c'est la petite musique célinienne, oui. Et puis c'est merveilleux, vous ne savez pas pourquoi. Et puis cet homme, il vous a intéressé, il vous a empoigné en vous racontant ces histoires d'une façon caricaturale, avec cette espèce de gonflement, vous savez. Céline, c'est quelqu'un qui... Bon, il part d'une petite histoire, des histoires de sa vie. Et puis, c'est comme avec le blanc d'œuf. Avec son fouet, il fait marcher le fouet du blanc d'œuf. Et ça devient une mouche extraordinaire. Et c'est merveilleux. Et on y croit. Et c'est une espèce de conte des 1001 nuits. Et c'est une chose extraordinaire parce que c'est le gonflement de l'imagination de la vie célinienne. Vous voyez son histoire de chemin de fer, c'est dans Nord, je crois. Un voyage où il n'a pas été, qu'on lui a raconté, qui a été... C'est l'enterrement de Bichelonne dans Château-Laud. L'enterrement de Bichelonne, oui, qui a dû être d'une banalité, d'un ennui extraordinaire. Tu fais un morceau épique, une merveille, absolument. Et c'est à chaque instant... Frédéric Vito. Oui, non, je voulais... Ce que vous dites est intéressant, Maurice Bardèche. Simplement, je crois que dans le jeu de l'opposition entre l'écrivain fasciste type, si vous voulez, et Céline... ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que Céline, à la différence de la génération qui est la vôtre, Céline est un homme plus âgé, un homme qui a fait la guerre de 14, qui a vu la guerre de 14 par rapport à des gens qui naissent à la vie, qui ont 20 ans dans les années 30, si vous voulez, hein, et qui ne savent pas, qui idéalisent la guerre. Céline n'idéalise pas la guerre comme une sorte de grand jeu scout, si vous voulez. Il a vu la guerre dans ses instances les plus viscérales, les plus ignobles. Oui, mais Ernst Junger également, c'est le même cas, c'est le strict contemporain, justement. C'est vrai, mais Junger, alors ça, mais malgré tout, c'est par rapport à l'opposé, pour mieux comprendre, disons, le jeu Brasillac-Céline, pour parler vite, si vous voulez, ou Rebattet, ou qui vous voulez, je veux dire. Quoique Drieux a fait la guerre, lui, c'est différent. Il y a ça, quand même, qui joue un rôle important. Céline est un halluciné de la guerre de 14 qui ne l'oubliera jamais. Il y a une différence de milieu. Le fascisme, dans ses ambitions, du moins théoriques du début, peut être considéré comme une aristocratie. Céline n'est pas un aristocrate, il ne veut pas l'être, Céline est un homme du peuple. En plus, c'est une question d'éducation. Le tout est de savoir si le vrai fascisme n'est pas non, mais moi, etc. Non, mais je reprends, en tout cas, c'est pour reprendre ce que dit Maurice Bardèche. Hein. D'accord. Troisièmement, une question d'éducation aussi.
Céline a beau avoir fait des études bâclées, enfin je dis bâclées parce que accélérées de médecine, Céline est un homme qui n'est pas nourri d'humanité grecque, latine, d'un passé qu'il a vécu de manière profonde. Céline a vécu de manière avec ses propres fantômes, ses propres gens de Londres, de Paris ou d'Allemagne, dans les faubourgs. Il n'a pas tutoyé Chimène et Rodrigue, si vous voulez. Et ça, c'est important, parce que vivre avec Chimène et Rodrigue, c'est aussi une leçon. Enfin, moi, j'ai lu, quand j'avais 18 ans, le Corneille de Brasillac, qui est un livre qui m'avait frappé quand je faisais mes études, parce que d'un seul coup, je découvrais que Horace, quand je crois que c'est Brasillac compare Horace à un jeune nazi, ça me choquait un peu, mais en même temps je comprenais ce qu'il voulait dire. Enfin, et quand il comparait aussi, je crois que c'est Chimène ou Rodrigue à des nageurs de 100 mètres aux Jeux Olympiques, je crois, il y a quelque chose de vivant. C'est pas du tout ça. Céline n'a pas vécu avec ces gens-là. Donc je crois qu'il y a tout les sépare en fait. L'âge, la culture, le milieu et le milieu. Donc, je veux dire, Céline, lui, il voit l'organique. Je veux dire, il ne voit pas l'artifice. Alors ça pose un autre. Il ne voit pas l'idéal. L'idéal, ça n'existe pas. Il y a un élitisme dans une partie du fascisme que et Céline, pour lui, c'est pas du tout. Céline, pour lui, l'élitisme, c'est le mensonge. Je veux dire, tout grand mot, c'est une illusion. Je pense à une chose. L'article paru dans le Nouvel Observateur signé de Philippe Muret évoque l'idée d'un idéal que peut-être, je pense que l'idéal c'est la danseuse pour Céline, si je me réfère au terme de Muret, et il dit que par glissement progressif, l'idéal pourrait être politique et qu'éventuellement, il a pu penser que le fascisme pouvait s'incarner ou incarner cet idéal. Mais alors justement, est-ce que... Non, pas le fascisme. Moi je crois que Céline ne croit à rien. La vérité de Céline, disons, homme d'opinion, on va parler du côté Céline hygiéniste. C'est vrai qu'il y a un côté, chez Céline, un côté hygiéniste obsédé, mais obsédé délirant. Il dit dans des interviews que pour lui l'Europe est foutue 5 siècles avant Jésus-Christ lorsque les Grecs commencent à planter de la vigne et que c'est terminé. Non mais parce que il l'a dit à Marc Aurèle dans un entretien qui existe, donc on connaît. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté hygiéniste obsédé par la décadence de son monde qui est le monde blanc. Mais donc il était impropre à comprendre tout idéal en tant que tel, tout idéal politique. Voilà, Céline avant la guerre. On le presse de s'engager, partout. Et il dit un jour à une amie, mais je n'ai pas d'opinion, avoir des opinions c'est une idée de femme, je n'ai pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion, l'eau n'a pas d'opinion. Et simplement, à un moment donné, il s'engage, bien qu'il croie à la vanité de tout engagement. Il faut le relire, sa correspondance avec Élie Faure, qui est décisive. C'est vraiment là où il a dit ce qu'il pensait. À quoi bon s'engager? À quoi bon croire en quelque chose? Puisque dès l'ovule, l'homme n'est que le jouet de la mort. Ça ne sert à rien. Et à un moment donné, il va croire quand même. Il va croire qu'on peut faire quelque chose et il va s'engager dans une sorte d'espoir d'arrêter la guerre qui sera ses pamphlets antisémites. Je rappelle que nous parlons avec Frédéric Vitou et Maurice Bardèche. Frédéric Vitou, auteur d'une biographie intitulée La vie de Céline chez Grasset, et Maurice Bardèche, auteur d'un Louis-Ferdinand Céline aux éditions de la Table Ronde. Paul Del Perugia, vous êtes de formation canoniste. Vous êtes entré aux affaires étrangères en 1937, vous avez occupé différents postes en Europe, en Afrique, en Amérique. Vous avez enseigné dans plusieurs universités étrangères et on vous doit plusieurs essais, dont notamment une étude sur le Gréco, une autre sur Louis XV, sur les derniers rois mages, et enfin tout récemment un Céline, un imposant Céline, là encore de 663 pages, excusez du peu, aux nouvelles éditions latines. Paul Del Perugia, faudrait-il voir, quant à votre itinéraire personnel, une sorte de continuité entre le Gréco, Louis XV et Céline? Eh bien, très exactement, parce que j'ai choisi ces trois personnages il y a bien longtemps pour être exactement les compagnons de ma vie, les compagnons de mon voyage au bout de la nuit que tout homme fait plus ou moins consciemment. Et je me suis appliqué une phrase d'un breton d'Angleterre qui est Shakespeare, et qui disait « Au-delà de ce royaume, il y a un autre royaume ». Pour Gréco, le problème est simple, il a voulu peindre ce qui ne pouvait pas se voir, comme les écrivains mystiques ont toujours essayé avec des mots de dépeindre l'indicible. Quant à Louis XV, qui est un homme abreuvé d'ignominie par l'histoire officielle, eh bien, il n'a pas voulu prendre à la légère son titre de roi très chrétien, et il a été un roi qui a suscité l'admiration, la grande admiration d'un homme comme Voltaire, et tous ceux qui se sont penchés sur sa vraie histoire, sur ses vrais textes,
en ont été absolument éblouis. C'est vraiment un personnage qui, lui, derrière son royaume, a vu un autre royaume. On nous obnubile avec les Pompadour et les Barru, c'est pas du tout ça sa vie. Il faut connaître un texte que personne n'a voulu publier. C'est le texte de son confesseur, qui n'était pas du tout un diplomate, ni un abbé marquis, mais un prêtre ouvrier du faubourg Saint-Paul, et qui nous a ouvert véritablement les portes de l'âme de ce grand roi que tout le monde admirait. Quant à Gréco, c'est absolument autre chose. Les malheurs du temps ont voulu que ma carrière se passe dans des postes où j'ai été très longtemps et où j'ai relu intégralement la correspondance et les textes de Céline. J'ai lu ça en Amérique, au Cameroun, dans les pays du Nord. J'ai lu ça partout où il a été. Et spécialement avoir lu en Afrique, au Cameroun, où il était, relu, et relu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, c'est dégagé pour moi certaine clarté sur l'œuvre profonde de Céline. Et ces clartés sont symbolisées par deux mots qu'il a toujours répétés dans chacun de ses livres avec insistance. Je suis un mystique bardique et un chroniqueur. Il s'est évidemment bien gardé, en malin qu'il était, de définir le mot mystique. Il y a des mystiques chinois, athées, agnostiques, il y a des mystiques. Il y a une mystique qui ne se rattache à aucun dogme. On l'a de tempérament, lui il avait de son tempérament breton. Alors justement, Paul Del Perugia, vous proposez comme clé à la compréhension de Céline le celtisme mystique. Alors pardonnez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de céder à une certaine originalité par ce fait, et pour employer un terme à la mode, d'être quelque peu réducteur en ramenant Céline à ce celtisme mystique? Oui, c'est le reproche que l'on fait. A priori en tout cas. C'est le reproche que l'on fait. Avant de vous avoir lu. A priori, et même, je dirais même tout à fait ouvertement, puisque un critique très bienveillant a prétendu que parce que je savais le breton, j'étais hitlérien. Oui, ça, oui, fallait y penser. Fallait y penser, mais enfin, c'est un... On ne citera pas le nom de ce malheureux par charité. Non, il n'est pas malheureux du tout, d'ailleurs. Bon, voyez-vous, alors... c'est un autre plan. En prenant Céline au sérieux, quand il se dit breton, quand il affirme que la Bretagne est un pays divin, quand il se fait gloire d'avoir été, avant la fête, engagé au 12e cuirassier, parce que c'était un régiment de Nigous, dit-il, n'est-ce pas? Quand il a des références absolument constantes à l'œuvre ce qu'on appelait la matière de Bretagne, c'est-à-dire la quête dans la forêt de Brocéliande. Il s'est marié, vous savez, dans la forêt de Pimpon. Oui. C'est un homme... pour des raisons anecdotiques que l'on connaît, parce que simplement le père de M. Follet ne tenait pas trop à ce que le mariage ait lieu à Rennes, parce que c'était un peu une mésalliance. Alors on a trouvé un cousin qui avait une maison à Quintin qui était providentielle. Exactement, voilà. oui. Oui, mais exactement parce que M. Follet avait une position très nette, n'est-ce pas, à Rennes. C'était franc-maçon, assez proche. Il était franc-maçon. Ouais. Il y a des passages extraordinaires sur les lavements qu'il donnait à l'archevêque, n'est-ce pas? Il ne pouvait tout de même pas se permettre de s'afficher dans la ville de Rennes de l'époque, n'est-ce pas? Et puis ensuite, toutes ses vacances, il les passait là, et il s'est toujours référé, n'est-ce pas, à la Bretagne, qu'il a appelé 100 fois le pays, n'est-ce pas, le pays divin. Et il a hérité, n'est-ce pas, là je voudrais employer un mot qui le désamorcer, d'un racisme breton. Oui. Et le racisme breton est consubstantiel à une certaine mystique. Lorsque, par exemple, il parle des grands écrivains bretons que sont tout de même Chateaubriand, qui n'a jamais été au Niagara, mais qui l'a dépeint exactement comme ce que Céline n'a jamais vu dans ses voyages. C'est cela, oui. Il a dépeint. Un autre grand écrivain, Lamennais, qu'il a cité, et un autre grand écrivain qu'il cite souvent, qui s'appelle Renan. Renan qui a une culture cléricale, qui connaissait parfaitement non seulement le grec, mais l'hébreu, et qui était antisémite. Il y a des pages de Renan, pas sur l'antisémitisme, qui sont écrasantes, qu'on ne cite jamais. Et qui sont nettes, c'est certain. Et qui sont très nettes, n'est-ce pas? Donc il y a une référence inavouée, une référence, n'est-ce pas, au celtisme, mais au celtisme, non pas un celtisme vécu, mais un celtisme rêvé. Lorsqu'il était à l'école, n'est-ce pas, de la rue des Amandiers,
et de cette rue près de la Bibliothèque nationale. Oui. Enfin, oui. Square Louvois, c'est ça. Il se réfugiait, exactement comme Chateaubriand dans son tertre, n'est-ce pas, lui sous le préau, pour continuer son rêve intérieur. Il n'avait pas été averti par ses parents qui étaient déracinés, n'est-ce pas? Mais Frédéric Vétou. Oui, non, mais ce que vous dites est très intéressant, mais en même temps, le paradoxe veut que cette rêverie, ce sens de la rêverie que vous soulignez très bien, vienne de son père. Et son père était le Normand, sa mère était bretonne, son père était normand. Or, ce goût de la rêverie, des bateaux, des grands voyages, de la féerie, tout ce que vous soulignez très bien, vient plutôt de son père, qui était aussi un rêveur, qui était aussi un homme satisfait, qui avait aussi rêvé de grands espaces, qui avait aussi ce côté à la fois raté et rêveur. Or, il me semble que finalement que c'est plus le côté normand, le côté des touches au sens strict, que le côté peut-être... Mais cela dit, vous parlez de Chateaubriand, je ne sais pas pourquoi, à l'instant, en parlant, il me vient à l'esprit une phrase que j'avais toujours trouvée très belle de Maurras sur Chateaubriand et qui pourrait s'appliquer formidablement à Céline. Je crois, je ne sais pas dans quel livre, Maurras parle de Chateaubriand en disant « Race de naufrageurs et de pilleurs d'épaves, oiseaux rapaces et solitaires, amateurs de charniers, Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel, mais le passé comme passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs. » Et c'est ce que disait Maurras, le provençal. Et moi, je me sens, en fait... Son étude sur les romantistes. Personnellement, oui, je me sens provençal, moi, de cœur. Oui. Mais ce que Maurras, le provençal, dit de Chateaubriand qu'il n'aime pas, ça va sur Céline. Le passé comme passé, la mort Vous êtes comme d'accord, mort, Paul sur ses Torgia? uniques je plaisirs. ne suis pas d'accord du tout. Oui. Non, mais je vous en prie. Défendez votre point de vue, Oui, maintenant. je n'êtes pas d'accord du tout, n'est-ce pas, parce Oui. que d'abord, n'est-ce pas, Céline était comme les chats, et il marquait son terrain. Oui. Et son terrain, il l'a nettement marqué du point de vue géographique, n'est-ce pas? Tout ce qui est au-dessous de la Loire, ce sont des narbonoïdes. Négrifié. Des métèques. Des narbonoïdes. Pourquoi a-t-il choisi Narbonne? Parce que Narbonne était le siège de Léon Blum. Et que Léon Blum s'était fait élire dans une terre de vignerons, alors que lui n'avait pas le droit rituellement de boire du vin. N'est-ce pas? Oui. Alors il a eu pas, toute sa définition, n'est-ce pas? C'est au sud de la Loire, Oui. les gens sont infréquentables, c'est la partie vinacieuse de la République, les vénérables, enfin il y a toute une... Oui, c'est Mais vrai. Paul tirade- Pérogia, cette idée du celtisme mystique chez Céline, vous la détenez, vous la caressez, si je puis dire, depuis combien de temps? Ah, depuis mes premières lectures. Elle s'est imposée à C'est vous. imposé à moi les premières lectures. J'ai eu j'ai eu le bonheur d'avoir une correspondance qui n'est pas publiée d'un diplomate allemand à Paris et qui ne veut pas qu'on publie, qui a fréquenté Céline chez lui. Il montait chez lui. La première impression qu'il a, c'est cet Allemand, qui parle un français fort délié. Il disait, en le voyant, j'ai vu le Breton avec ses yeux bleus, le druide. Et alors, aussitôt, la phrase qui suit, et derrière son visage, je voyais celui de sa mère. Voilà une référence celte, n'est-ce pas? Le Breton et sa mère. Et toute sa vie, cet homme qui a voulu faire une quête du Graal, on peut le concevoir de cette façon-là, n'est-ce pas? Au lieu d'aller comme les quêteurs du Graal, dans une ligne droite, n'est-ce pas? C'est-à-dire une ligne se dépassant sans cesse. Après ces événements dont vous parliez tout à l'heure, et qui ont changé le cours de ses écrits après la guerre, sa ligne, au contraire, a été le retour à l'antre maternel. Ils ont gratté nos noms au Père Lachaise, papa, maman et moi. Dans l'œuvre de Céline, qui, quand on la lit, d'un point de vue mystique celte, il y a énormément de signes prémonitoires. Céline est née à Courbevoie, et toute sa vie a été une Courbevoie. Elle n'a pas été la ligne d'un mystique qui s'avance tout droit, de lumière en lumière, de bivouac en bivouac de lumière, n'est-ce pas, entreaperçue. Elle a été brisée à un moment donné, que tout à l'heure peut-être on fixera, et qui l'a fait retourner justement vers la mer. C'est-à-dire c'est un échec. Il meurt comme le primitif, n'est-ce pas, en position fétale, n'est-ce pas. Ils ont tout gratté, papa, maman, n'est-ce pas, et moi.
Ce que vous dites est très beau et très émouvant, Paul del Perugia, mais vous évoquez à l'instant la quête du Graal. Est-ce que, j'allais dire tout concrètement, est-ce que l'on pourrait situer, est-ce que vous pouvez situer plus précisément dans l'œuvre ou dans la vie, en tout cas de Céline, un instant qui correspond précisément à cette quête du Graal? Il n'y aurait pas un instant. Il y a des instants. Ce sont les instants privilégiés de l'œuvre de Céline. Céline a dit, dans cette expression brutale, « Je suis le père sperme ». C'est-à-dire, il a répandu, n'est-ce pas, des semences dans toute son œuvre. Et je crois, pour comprendre sa position, et sa position de révolté, n'est-ce pas, il faut comprendre pourquoi, dès 1933, un esprit comme Paul Valéry, ayant lu le Voyage au bout de la nuit, a aussitôt dit, n'est pas, c'est un ouvrage maudit. Pourquoi? Parce que Céline ne partageait pas nos opinions. Il y a un point sur lequel toute son œuvre repose, c'est un homme qui croit au péché originel. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que le mysticisme de Céline récuse tout christianisme? Son œuvre est malgré tout pleine du rôle de Satan dans le monde créé par un Dieu bon. Il se pose toujours perpétuellement cette question-là. Donc, eh bien, oui. Il y a cette parole, n'est-ce pas, qu'on peut élucider au cours d'une lecture de Céline, cette parole prononcée par Jean Rostand, qui disait le mal ne m'étonne pas dans le monde. Mais ce qui m'étonne, c'est les petites parcelles du bien que j'y découvre. Voilà, n'est-ce pas, dans la vision désespérée, dans la nuit de Céline, ce qui l'a toujours étonné. Et les féeries, on parle toujours de ces nuits, mais les féeries dont il illumine ces nuits, c'est ces petites choses de bien, ces petites étincelles de bien qu'il voit de temps en temps paraître. Et ces petites étincelles de bien, il les présente d'une façon furtive, comme s'il se cachait. Mais ces étincelles, c'est un christianisme latent ou pas? Non, c'est pas un christianisme latent. C'est un christianisme latent, oui, n'est-ce pas? C'est le christianisme de ces Celtes, qui s'adresse moins à Dieu qu'à ses saints. Vous savez qu'il y avait 7777 saints bretons élus par le peuple avant qu'une décrétale d'un pape du Moyen-Âge ait supprimé les canonisations. On s'adressait moins à Dieu qu'à ses saints. Et vous pouvez en trouver des tas dans ces lignes. Mais ce christianisme latent que vous évoquez, c'est malgré tout, comment dire, une sorte de déduction ou d'induction que vous faites, à laquelle vous procédez. Il n'y a jamais, noir sur blanc, à quelque endroit de son œuvre, un point qui puisse permettre d'authentifier, de situer ce que vous dites. Il y a 1000 endroits. Mais ils sont, pour ainsi dire, glissés. N'est-ce pas, comme des choses honteuses qu'il n'ose pas dire. Il a peur qu'on se moque de lui. Il est comme Pythagore qui avait inscrit sous sa toge « Cache le Dieu que tu adores ». Je vais vous citer deux exemples, n'est-ce pas? Deux exemples, il y en a des, enfin vous les verrez. C'est la figure évoquée en 5 lignes du sergent Alcide. Oui. Ce sergent Alcide, n'est-ce pas, qui était un homme tout à fait ordinaire, adjudant de la coloniale, et qui, dit-il, vous vous souvenez, qui, dit-il, tutoyait les anges. Et il raconte en 5 lignes admirables que ne dénierait aucun grand mystique. Oh, pourquoi il parlait aux anges? À cause de sa petite nièce de Bordeaux. Maurice Bardèche. C'est une métaphore. C'est une métaphore, bien sûr, c'est une métaphore. Mais on ne peut parler en termes mystiques qu'en termes de métaphore, d'ailleurs. Oui, mais d'un autre côté, nous avons quand même des textes de Céline abondants. Enfin, en particulier, je pense à cette fameuse lettre à Mauriac, qui sans doute lui avait écrit à propos du voyage au bout de la nuit, et il lui répond une lettre assez insolente, en lui disant vous croyez en Dieu, mais pour moi, Dieu, c'est un truc pour déserter, en somme, superbement, pour ne pas penser aux hommes. À une autre fois, lorsqu'il est en rapport avec ce pasteur protestant de Copenhague, le pasteur Le Chêne, il lui dit nous pouvons nous comprendre, mais en même temps, il situe bien les différences. Je crois que l'idée d'un Dieu est étrangère totalement à toute image de rédemption. Enfin, à Céline, la rédemption n'est pas une image célinienne, me semble pas. Alors, je vais peut-être... Enfin, je ne sais pas. Oui, je vais peut-être vous répondre sur un point. Oui. Un point sur lequel on achève toujours, n'est-ce pas? C'est la différence qu'il y a entre la foi, et l'anticléricalisme. Oui, bien sûr. Céline était anticlérical. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est évident. Mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Non, mais d'éducation, et surtout, un anticlérical d'expérience. Céline, il faut toujours se rappeler,
était toujours tenu en marge de l'action française, mais il suivait l'action française d'une façon très, très, très suivie, n'est-ce pas? Et il faisait partie notamment des banquets des médecins d'Action française, qui étaient à ce moment-là tout à fait lancés. Et il a vu d'un œil narquois, n'est-ce pas, de 1927 à 1939, ressusciter brusquement, on n'en parle jamais de cette histoire-là, n'est-ce pas, les fureurs de l'Inquisition, les excommunications de tous les gens de l'Action française. Il a vécu, n'est-ce pas? Et vous estimez qu'il a ressenti cette excommunication de live par le Vatican XXVI comme quelque chose de personnel? Non, pas par le ricanement, en disant je ne suis pas cette église-là. Oui. Mais voilà ce qu'ils font. D'accord. Donc il a vécu, n'est-ce pas, pendant 13 ans, l'excommunication de ce que lui considérait comme des Français tout à fait acceptables et dans la tradition. Et puis quand n'est-ce pas, la guerre est arrivée, et l'épuration, qu'a-t-il vu? Il a vu ces gens qui avaient excommunié, ressuscité les excommunications et les foudroiements du Moyen-Âge, arriver au pouvoir. Et là, permettez-moi de vous dire ce qu'il a écrit à ce moment-là, et qui vous montrera bien, n'est-ce pas, la façon expérimentale dont il jugeait la foi et ses représentants. La foi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voici ce qu'il disait ses représentants. Première affaire, n'est-ce pas, l'Action française. Seconde affaire, n'est-ce pas, ce qu'il disait. Paul Del Perogia, je m'excuse, mais nous n'avons plus que 5 minutes avant de retourner la cassette. Je vous demanderai donc d'être bref, s'il vous plaît. Voici ce qu'il écrit, n'est-ce pas, l'exil. Curieux, tu vois. C'est la première fois dans l'histoire de France, même en monarchie, que le gouvernement est catholique. Il existait des partis catholiques en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, même en Hollande, jamais en France. La première fois qu'on a eu un parti clérical au gouvernement, jamais eu plus d'épuration, moins chrétienne, moins évangélique, plus cruelle, plus haineuse, plus entêtée dans la haine. Ces gens-là adorent Dieu par le diable. Inversion totale. Il a toujours vu dans le clergé catholique, une inversion totale. Quand il parle de l'abbé Pierre, n'est-ce pas, plutôt Gapone, n'est-ce pas, dit-il. Il faudrait une note en bas des pages pour montrer combien il a été choqué, n'est-ce pas, sauf pour le pasteur Le Chêne, par l'attitude des prêtres vis-à-vis de lui, et qui ne s'est pas démenti. Le soir où il est mort. On dit que le soir il est mort, effectivement, le curé du Bas-Meudon s'est refusé à lui porter les derniers secours. C'est controversé. C'est controversé, oui. Oui, mais enfin... En tout cas, oui. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison de souligner l'anticléricalisme de Céline quand il parle de l'Église, cette grande pourrisseuse. Et dans Les Beaux Draps, même déjà ces textes sont tellement anticléricaux que ça choque beaucoup Pétain et le gouvernement de Vichy. Mais plus profondément, je crois quand même. Lorsque l'Église, au sens le plus large du terme, ou la religion, comme une idéologie communiste, d'ailleurs c'est pareil, qui a une prétention au bonheur, au sens le plus noble du terme, et quand il dit la grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. Je crois que tout espoir, avec toutes les majuscules qu'on doit leur mettre à ces mots, espoir ou bonheur, lui semble une imposture. Alors c'est là où j'ai un peu de mal à articuler cette dénonciation de ce qui serait une sorte d'horizon radieux, quel qu'il soit politique dans le communisme, ou qu'il soit religieux dans un mysticisme transcendant, avec le désespoir célinien. D'un autre côté, les métaphores céliniennes, c'est vrai, souvent font référence aux âmes, mais je me demande si c'est pas ce côté celte au sens épidermique plus que profond du terme. Eh bien, Frédéric Vitou, si vous le voulez bien, Paul Del Perogia vous répondra d'ici quelques minutes.